Bonjour Général Vincent Desportes, Bonjour. vous êtes l'ancien directeur de l'école de guerre, vous êtes également expert en géopolitique et essayiste. Quel sentiment domine chez le militaire que vous êtes à la veille justement d'un débat et d'un vote à l'Assemblée nationale sur l'augmentation des crédits dédiés aux armées? Vous êtes confiant ? Alors, je ne sais pas s'il faut être confiant. Je le suis relativement, parce que je crois que les Français, dans leur ensemble, et donc le représentant par conséquent, ont compris que la France avait un besoin immédiat d'accroître les moyens militaires. Et je pense que dans ce domaine-là, à part quelques illuminés, je pense que nos politiques sont quand même assez responsables. S'ils le sont, ils sont même totalement irresponsables dans notre domaine, pour comprendre qu'il faut absolument doter la France d'une armée à la hauteur des menaces qu'elle rencontre aujourd'hui. On parle aujourd'hui d'une augmentation de 6,5 milliards, c'est bien ça, Oui, alors c'est tout à fait important. Si vous voulez, c'est une surmarche. La loi de programmation militaire court, mais cette loi de programmation militaire, naturellement, elle a été conçue avant le début de la guerre en Ukraine. Et on voit bien qu'aujourd'hui, les menaces auxquelles la France doit faire face ont cru de manière absolument considérable, et que ce qui était prévu n'est plus suffisant. Le Premier ministre Lecornu, quand il était aux armées, disait qu'il fallait arriver à un poids de forme de 100 milliards d'euros en termes de budget pour avoir une armée à peu près solide. Et on se rappelle que les budgets dont nous disposions pendant la guerre froide, pendant laquelle la menace était très inférieure à celle d'aujourd'hui, était très largement supérieure en pourcentage du PIB à ce qu'est le pourcentage du PIB dédié à la défense aujourd'hui, bien sûr. Vous diriez qu'il en va de la crédibilité de la France dans cet effort de défense ? Alors, il y va de deux choses. Alors, ce que vous dites est évidemment intéressant, mais je crois que globalement, ce que disait le général Mondon avec grande justesse il y a quelques jours aujourd'hui est parfaitement vrai. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France n'est pas préparée à faire face aux menaces qui pourraient venir. Donc il y a deux choses. Il faut que d'une part, elle ait le volume de force, les matériels modernes qu'elle n'a pas en nombre suffisant pour être capable de faire face. Mais en même temps, si nous avions, ce qu'à Dieu ne plaise, l'obligation d'aller combattre avec d'autres armées, les Européens de l'OTAN, en quelque sorte, la France ne pourrait pas être la dernière dans cette affaire-là. Mais pour avoir des places de commandement à la hauteur de ce que doit être la France, qui, on le sait, est en particulier détenteur de l'arme nucléaire, eh bien, il faut que la France puisse apporter suffisamment dans un plateau dans la corbeille, dans la corbeille. Et c'est toujours comme ça dans une coalition. Vous amenez un char, vous commandez beaucoup moins bien que si vous en amenez 1000. Ça n'a évidemment rien à voir. Donc la France doit trouver sa juste place, ce qui ne veut pas dire aujourd'hui que la France a une armée négligeable, pas du tout, mais une armée qui n'est pas adaptée. Et on a des armées qui sont en train de croître considérablement, sans avoir l'armée nucléaire, mais l'armée polonaise, par exemple, est en train de prendre un volume tout à fait intéressant. Et l'armée allemande, si le chancelier Merz va au bout de ses promesses, avec des engagements de dizaines, presque de centaines de milliers de dollars, elle va être absolument considérable, si vous voulez. Il faut que la France tienne ça en son rang. Qu'elle soit au niveau et de la Pologne et de l'Allemagne. Alors, si on fait une photographie, Général Desportes, de l'état actuel de l'armée française, qu'est-ce qui nous manque? Où est-ce que ça pêche? Alors, je préfère vous répondre de manière un peu globale. L'armée française est remarquable. Elle est excellente, mais elle est toute petite. C'est pas un problème de qualité, c'est un problème de quantité. Je vais continuer mon propos. L'armée française, c'est pas l'armée de l'armée, c'est l'armée de la France. C'est-à-dire qu'elle a été choisie par les Français. Elle a été choisie par les Français, et les Français, ne croyant plus à la menace directe, ont confié la mission aux armées d'aller se battre à l'extérieur. Vous savez, l'armée a ce qu'on appelle un contrat opérationnel qui est défini dans la loi de programmation militaire. Et ce qu'on a demandé aux armées françaises, c'était d'être capable de combattre de petites guerres
relativement courte, à quelques milliers de kilomètres, face à un adversaire pas du même standard, si vous voulez. C'est-à-dire que nous nous sommes engagés toujours, depuis 25 ans, dans des milieux permissifs, dans lesquels l'ennemi n'avait pas de missiles, dans lesquels de missiles de longue portée, dans lesquels l'ennemi n'avait pas de canons, dans lesquels l'ennemi n'avait pas d'avions, etc. Et là, on voit qu'un de nos ennemis, tout à fait possible, voire probable, est un ennemi qui a des capacités d'attaque et de défense qui n'ont rien à voir avec les capacités qu'avait notre ennemi. Et donc, nous étions parfaitement adaptés, nous avons parfaitement rempli nos missions. Par exemple, on se rappelle de l'opération Serval en 2013, où l'armée française a été remarquable. On se rappelle que, tactiquement, l'armée française n'a rencontré que des succès pendant toute l'opération Barkhane. Mais aujourd'hui, la mission a changé. L'armée française avait des budgets tout petits qui avaient diminué depuis la fin de la guerre froide. Ce stupide motif des dividendes de la paix, et tous les gens qui ont dit ça devraient passer devant le tribunal de l'histoire aujourd'hui, parce qu'ils ont injurié l'avenir, ils ont injurié la guerre. Eh bien, nous avons concentré les budgets sur notre mission essentielle. Et pour vous donner un exemple, l'armée française n'a pas assez de camions pour se transporter aujourd'hui, parce qu'elle a concentré ses moyens, on lui demandait de transporter 15 000 hommes, je caricature un peu, mais 15 000 hommes. Oui. Et aujourd'hui, on voit qu'on n'est plus du tout dans cette affaire-là. Nul ne souhaite évidemment que nous ayons à combattre contre la Russie. Mais quand vous faites de la stratégie, vous ne pouvez pas exclure le pire, vous n'avez pas le droit. Et donc aujourd'hui, il faut se préparer à une menace très largement supérieure en quantité, très largement supérieure, non pas tellement en qualité, mais dans cette guerre moderne, là, qu'elle est en train de faire. Vous savez, on apprend la guerre en faisant la guerre. Or, la guerre qui est en train d'être conduite entre l'Ukraine et la Russie, nous, on ne l'a pas fait depuis 1945. D'accord ? On a fait d'autres guerres, mais pas celle-là. Donc, on voit bien qu'il faut absolument... Oui, il y a eu l'Indochine, il y a eu l'Algérie. Mais ça n'était des guerres qui étaient complètement différentes. Est-ce que vous avez vu, pendant notre guerre d'Indochine, un Vietnamien dans un avion? Eh ben non, il n'y en avait pas. Donc... Est-ce que vous avez vu un Algérien dans un avion? Non. On voit bien donc qu'on a fait des guerres, on a été très bons, très bons. Mais voilà... cette guerre-là, blindée, mécanisée, de haute intensité dans la durée, non, on ne l'a pas faite. Donc, il faut se mettre à la hauteur de cette affaire-là, d'où l'effort considérable qu'il y a à faire en termes de défense. Et l'effort actuel est bien, mais il est insuffisant. Quand le ministre Cornu parlait de 100 milliards comme poids de forme, il a évidemment raison. Nous avons encore beaucoup de trous dans la raquette, et nous avons une dépendance certaine vis-à-vis des États-Unis qui, on l'a compris, sont en train de nous lâcher. Donc on voit qu'il y a beaucoup à faire pour être à la hauteur et pour être dissuasif. Quand le général Mandon disait il faut être prêt à gagner la guerre, il ne disait pas il faut être prêt à gagner la guerre pour gagner la guerre. Il faut être prêt à gagner la guerre pour qu'elle n'arrive pas. Il faut que nous soyons suffisamment dissuasifs. Et c'est vrai, ça n'est pas vrai au niveau de la France aujourd'hui, mais ça n'est pas vrai au niveau de l'Europe. Et donc nous avons tous un effort considérable à faire. Le président de la République a annoncé la mise en place d'un service militaire volontaire à compter de l'été prochain. En quoi ça va aider l'armée, ces volontaires, cette jeunesse ? Eh bien, d'une manière extrêmement simple. Ce dont manque presque principalement l'armée française, c'est de masse. Et on se rappelle ce que disait Engel, qui disait la masse finit par être une qualité en elle-même. Imaginez une armée ukrainienne qui, au lieu d'être montée à 700 000 hommes comme elle est aujourd'hui, serait restée aux effectifs qu'elle avait en 2022, eh ben, les Russes seraient déjà à Kiev. On voit bien qu'il faut de la masse. Or, nous n'en avons pas, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, il faut retrouver de la masse. Et donc, il faut qu'on ait... Vous savez, c'est bien de faire des armes. On dit qu'il faut augmenter le nombre de munitions qu'on produit. Mais c'est bien. Mais enfin, il faut des soldats, il faut des marins et des aviateurs. Or, aujourd'hui, vous savez que nous sommes, nous les armées, le plus gros... Je dis nous, c'est eux, puisque je ne suis plus militaire d'actif, mais
le plus gros recruteur en France. Les armées recrutent 25 000 jeunes femmes et jeunes hommes. L'armée de terre à elle seule en recrute chaque année 15 000. Eh bien, nous sommes au bout de ce que nous pouvons recruter comme soldats professionnels. Si nous cherchions à en recruter davantage, le taux de sélection serait trop bas et nous n'aurions pas la qualité, en qualité qui est indispensable. Donc, il faut trouver de la ressource humaine ailleurs. Donc, nous n'avons pas d'autre solution que de faire appel aux contingents. Et donc, on n'a pas besoin, en revanche, d'appeler l'intégralité de la classe d'âge qui fait 800 000 jeunes femmes et jeunes hommes. Nous n'en aurions pas besoin, et puis nous ne pourrions pas les armer, pas les loger. Donc, pas besoin. Que vont apporter ces jeunes volontaires? D'abord, je trouve que c'est beau d'avoir des jeunes Français. Et nous savons qu'ils vont venir. Nous savons qu'ils vont venir. Vous êtes sûr qu'ils seront au rendez-vous? Toutes les études qui ont été faites le montrent, madame, que nous aurons beaucoup plus de volontaires que de places disponibles. Et c'est très bien, comme on a eu des tas de gens qui ont voulu s'engager après les attentats de 2015, comme la situation actuelle amène de plus en plus de volontaires pour s'engager dans les armées, nous aurons. Alors, nous aurons ces volontaires-là. Et donc, comme le président de la République l'a fort bien dit à Grenoble, il ne s'agit pas, aujourd'hui, d'envoyer ces gens sur le front. Il s'agit de leur faire remplir des missions militaires, mais pas en première ligne, je dirais en soutien. Ce qui va permettre... Ça dégagera du temps pour les autres, c'est ça? Mais pas du temps, des hommes. Vous avez raison, du temps, bien sûr. Mais des hommes. Le plan, c'est 50 000 en 2035. Eh bien, quand vous aurez 50 000 jeunes qui tiendront la place de 50 000 soldats, marins et aviateurs professionnels qui sont aujourd'hui dans des emplois de soutien, ce sera 50 000 soldats, marins et aviateurs qui seront dans les unités combattantes. On voit donc que l'effet, qui à mon avis est insuffisant, est déjà important. Il faudrait augmenter pour vous. Et vous savez, madame, on prend une décision à un moment donné. Ça, c'est la décision du moment. Ça paraît bien comme ça. Et puis peut-être que dans 5 ans, on reviendra en arrière, ou on ira beaucoup plus loin, on ne sait pas. On ajustera en fonction de la menace. Et madame, on fait ça depuis les guerres de la Révolution. La première levée en masse, c'est la Révolution française. Et puis le contingent, on l'a appelé, on l'a rendu, on l'a tiré au sort, on a rendu... Il y a une adaptation permanente de l'outil militaire à la menace. Aujourd'hui, l'adaptation, demandez ça. Peut-être que dans 3 ans, il en faudra beaucoup plus, ou il en faudra beaucoup moins. Beaucoup moins, je ne le pense pas. Mais beaucoup plus, c'est possible. Et donc, on fera autrement. Mais il fallait faire ça. L'affaire est lancée et je trouve que c'est une bonne décision. Les États-Unis viennent de livrer leur nouvelle stratégie nationale de sécurité, 33 pages, une vision plutôt sombre de l'Europe. Ils y parlent de la disparition de la civilisation européenne. L'administration Trump se trouve en désaccord avec les responsables européens qui ont des attentes irréalistes concernant la guerre en Ukraine. Je cite, qu'est-ce que vous inspirent les États-Unis, notre allié historiques avec lesquels on partage des valeurs de liberté, de démocratie. Que vous inspire les États-Unis de Donald Trump? Alors d'abord, madame, je ne suis plus sûr que nous partagions beaucoup de valeurs avec les États-Unis. Moi, je ne partage aucune valeur avec les États-Unis de Guantanamo. Je ne partage aucune valeur avec un pouvoir qui cherche à museler la presse, qui cherche à museler la justice. Je me demande, madame, si aujourd'hui les États-Unis font encore partie de l'Occident. On ne peut pas. On a besoin d'eux. Donc on voit bien que cette National Security Strategy n'a pas été véritablement critiquée par les hommes aux affaires, parce que pendant 3-4 ans, on a encore absolument besoin des États-Unis. C'est évidemment un texte qui est très dangereux. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un certain nombre de choses qui sont vraies dans ce texte-là. Et peut-être ce texte-là qui est dangereux, va-t-il nous aider à davantage prendre conscience et prendre des mesures qui nous permettront d'avancer. Mais c'est un texte dangereux pour 2 raisons essentielles. D'abord, c'est un texte de vassalisation. C'est-à-dire, on vous dit, voilà ce que vous devez penser, voilà les partis qu'il faut aider, voilà. Comme si nous n'étions pas, nous, l'Europe, quand même, capables de prendre des décisions. Alors peut-être ne le sommes-nous pas trop, et donc il faut faire quelque chose. La deuxième chose qui me paraît importante, c'est que c'est un texte profondément isolationniste. Quand l'Amérique a décidé de redevenir isolationniste à partir de 1920, elle a entraîné
à part de son isolationnisme, le monde dans la guerre, où elle a laissé la guerre venir. Les Américains portent une responsabilité énorme dans le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. D'où, madame, vous le savez, le traité de Washington, où les Français, enfin les Européens, la Belgique, nous, les Pays-Bas, etc., on est allé rechercher l'Amérique, on a essayé de l'accrocher. Le traité de l'OTAN, le traité de l'Alliance Atlantique plutôt, de 1949, c'est un traité où on va chercher à ramener l'Amérique, à l'accrocher. Vous le savez, ça a fonctionné. Et on n'a pas connu une guerre depuis 80 ans. Aujourd'hui, on est dans un autre phénomène. Et je crois qu'aujourd'hui, nous devons apprendre à nous battre seuls. Merci Général Desportes d'avoir été avec nous. Merci d'avoir donné votre point de vue en direct sur le plateau de l'émission. C'est déjà fini, Point de vue. Merci de votre fidélité. On se retrouve très vite.